Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre de Michel Onfray, La conversion, vivre selon Lucrèce. Alors, je vous présenterai un passage du livre choisi. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour avoir plus d'informations ou avoir d'autres vidéos en rapport avec le sujet. Bien à vous. Mener une vie atomique, Lucrèce ouvre la naissance des choses avec une invocation à Vénus. L'exégèse savante comme il faut est allée chercher des poux dans la tête du poème. Ne s'agissait-il pas d'une étrange dédicace à une divinité pour solliciter son aide à composer son œuvre et à protéger Rome en lui donnant la paix? Fallait-il y voir une pure et simple convention littéraire? N'est-ce pas plutôt une façon révérencieuse d'honorer le dédicataire du poème, Mémus, alors que Vénus était la divinité protectrice de saint Jean? Et pourquoi pas une invocation à l'ancêtre mythique de Rome? Elle était en effet la mère des fils aînés, soit une façon de passer le livre sous le signe romano-romain, ou bien encore une référence à l'Aphrodite dans Pédoche. Sinon, à l'hymne à Zeus de Cléante, d'aucuns ont même imaginé un signe d'allégeance politique à César, dont Vénus passait pour généalogique de sa lignée. Pour comprendre le sens d'un texte, le mieux est d'en rester au texte et de ne pas lui faire dire autre chose que ce qu'il dit. Il est sidérant qu'on doive le préciser, mais ces extrapolations le laissent de côté, et du moins les vers deviennent-ils prétexte et étalage d'une érudition inutile. Lucrèce n'écrivait pas à destination des glosseurs dans la perspective d'être découpé 2000 ans plus tard en tranches universitaires agrémentées de notes en bas de page. Il écrivait pour édifier ses lecteurs. Mémius le premier, qui est la Vénus de cette dédicace. Il suffit de lire les vers de cet immense poème à partir du premier d'entre eux. Mère des fils d'aînés, volupté des hommes et des dieux, âme Vénus qui, sous la voûte aux routes constellées, et la mer portenaire et la terre aux fruits généreux, pas peuplant, puisque par toi toutes les vies animées sont conçues et d'écloses, voient le sol radieux. Toi, dive, toi qu'au ciel fuient les ventes et les nus. Quand tu viens, toi, sous qui la terre aux trames ingénues jonche ses bouquets, et toi, pour qui le plan du pont houleux et l'azur apaisé dans leur éclat profond, sourit. Oui, dès que le jour sous l'avril rajeunissant et rit, dès que le libre vit le souffle fécond de Séphir, le peuple ailé, divine aux cieux, annonce ta venue pour ta force frappée qui, dans tous les cœurs, s'institue. On voit art des troupeaux dans l'herbe grasse s'enfouir, et fendre les rues, déborder l'univers, et séduit comme chacun pris du désir se presse où ta loi le conduit, par les mers, par les monts, à veau les rives submergées, sous les feuilles aux mille oiseaux, dans les prés verdissants, tout court inoculé au cœur les désirs caressants, et la brûlante amour d'avoir leur race propagée. Oh, toi qui de nature est seule timonière, toi, sans qui rien n'aborde à la dire lumière, ni sans qui rien d'aimable et d'heureux ne peut s'engager, ce sont tes charmes, car méchant, je tâche à ménager, car de nature, je m'essaie à chanter la matière. Le philosophe pouvait-il être plus clair? Il invoque ce qu'avec une expression de Bergson, nous pourrions nommer l'élan vital. Vénus, c'est dans la vie qui veut la vie. C'est ce qui, vu au livre suivant, est nommé le prince de la vie, oui, le divin plaisir. Une autre traduction, celle de Charles Guittard, rend par le principe vital d'origine divine. Car le matérialiste atomiste de Lucrèce n'est pas bêtement mécaniste, comme le prétendent si souvent les adversaires de l'école abdéritaine et des épicuriens.
La vie n'est pas une pure et simple arithmétique d'atomes, mais bien une somme d'arithmétique d'atomes liés par une dynamique, celle du mystérieux, qui mène mystérieux ou miraculeux, car sans lui, l'être ne serait jamais sorti du néant. Le clinamen est la clé ontologique de l'épicurisme. Il n'empêche que l'atomisme sombre dans un pur déterminisme, un fatalisme. Avant d'en dire plus sur le clinamen, commençons par les atomes. On l'a vu, les particules de poussière qui dansent dans le ray de la lumière rendent empiriquement compte de l'existence d'un infiniment petit qui gît au cœur même de la matière, de l'ici et maintenant, de la coupe dans laquelle Lucrèce verse son absinthe en enduisant sa bords de miel à l'au-delà de notre monde dans lequel un javelot lancé à Rome poursuivrait infiniment et indéfiniment sa course. Un même principe organise le réel des atomes liés. Les atomes, jamais seuls, ils sont toujours composés, ils sont incolores, inodores, sans saveur, sans température. Les atomes qui donnent la couleur rouge ne sont pas rouges, qui produisent l'odeur de la rose ne sont pas parfumés, qui constituent un breuvage chaud ne sont pas chauds, qui donnent leur saveur au sel ne sont pas salés. Les atomes semblables sont infinis en nombre et ils ont ce qui explique la variété des perceptions, des sensations, des émotions. Certains sont fins, d'autres lisses, ou bien crochus, arrondis, sphériques. Les fins sont réservées aux agencements subtils des dieux, sont ainsi constitués d'atomes éminemment fins. J'y reviendrai. Les crochus génèrent des sensations désagréables s'ils ont des angles peu saillants, et ils peuvent chatouiller sans blesser. S'ils ont des angles plus marqués, ils blesseront. On peut imaginer que les atomes qui constituent les exhalaisons soufrées des champs félégrins du Vésus sont anguleux, de même que ceux de l'absinthe. En revanche, les atomes lisses, les ronds, les sphériques, ceux du miel, par exemple, produisent des sensations agréables. La couleur est affaire d'atomes crochus, le plaisir d'atomes ronds. Les corps sensibles sont donc composés d'atomes insensibles. Le rieur n'est pas composé d'atomes rieurs. Les particules du plaisir ne sont ni hédonistes, ni joyeuses, ni jubilatoires. Ce sont les agencements qui constituent la volupté. Les atomes sont donc en nombre infini, on l'a vu, mais leurs formes ne sont pas infinies. Dès lors, leurs agencements sont limités. Les sensations et les perceptions, si la mort ne les détruit pas, en revanche, elle abolit les agencements et en produit de nouveaux. Elle n'est d'ailleurs que cela, une destruction des liaisons avec conservation de ce qui était lié afin de générer de nouvelles liaisons. Leur mouvement, aucun atome n'est immobile, tous sont en perpétuel mouvement dans le vide et non dans l'air. Ce qui rend possible cette dynamique, leur vitesse est au maximum possible dans notre univers. Aucun agencement d'atomes n'est non plus immobile, il se trouve toujours lui aussi en mouvement. Ses gyrations, ses tremblements, ses circulations sont éternelles. Les atomes chutent, ils vibrent dans les agencements et ils tombent verticalement dans le vide avec une vitesse égale, quel que soit leur poids, et ils se déplacent sous forme de simulacres. C'est ainsi qu'ils parviennent jusqu'à nos sens et de là à notre entendement, à notre intellection. Les simulacres sont comme des peaux détachées, des objets formés d'atomes très fins, subtils, menus, invisibles, bien sûr. Ils conservent la forme dont ils se sont séparés, circulent jusqu'aux organes de perception et via l'oreille, les yeux, le nez, la bouche. La peau informe l'intelligence matérielle, elle aussi. Et ils sont comme des images reflétées par des miroirs qui restituent fidèlement la forme dont ils se sont pourtant libérés. La vitesse des simulacres s'avère aussi élevée que possible leur liaison. Ici apparaît le clinamen.
Lucrèce convoque une déclinaison, le clinamen, un mot qui ne trouve que chez lui qui rend possible l'aide de ce qui est. Sans lui, rien de ce qui constitue le réel, le monde, l'univers, la pluralité des mondes n'aurait été, et ce mouvement fonctionne comme un genre de turbulence d'atomes dans leur chute. Ils tombent comme une pluie verticale dans le vide vers le bas et l'un d'entre eux s'écarte de cette verticalité, crée un angle plus petit qui soit précis. Lucrèce à minima, rien de plus. Et de cette oblicité naît le premier choc qui en générera d'autres, d'où vient le monde. Un atome plus un atome égale la naissance du monde qui, de façon expansive, s'étend sans cesse. Le clinamen est une physique transcendantale qui ne s'appuie sur aucune expérience empirique. Rien qui ressemble ici aux poussières qui dansent dans un rail de lumière. Mais c'est une déduction rationnelle, une fois de plus, qui rend possible la naissance du principe de la naissance. Car si la poussière conduit vers les atomes, qu'est-ce qui des atomes conduit au regardeur des atomes, lui aussi constitué des mêmes atomes? Après Leucippe, Démocrite et Épicure, Lucrèce mobilise à nouveau cette image qui est aussi une expérience. On se projette dans la pénombre d'une pièce dans une maison de vacances, on se protège d'un soleil écrasant, on ferme les volets, tout est enveloppé, ombre fraîche, les cigales chantent dehors, le parfum des airs méditerranéens arrive jusque dans le salon où l'on est enfoncé dans un vieux fauteuil défoncé. On voit ce que l'on ne voit jamais dans le rayon de la lumière qui passe par les persiennes des poussières qui vibronnent. Un genre de cogito surgit alors. Qu'y a-t-il de ces particules en suspension dans l'air jusqu'à moi qui en contemple la danse? Que s'est-il passé pour que cette matière fine, inframince, soit devenue cette matière qui porte mon nom et qu'une vitalité habite? Chacun danse dans l'infini de la pluralité des mondes, comme ces poussières dans leurs rayons lumineux. Quid de l'infiniment petit à l'infiniment grand, en passant par cet infiniment petit qui est si grand d'une vie singulière, chaque fois unique? Réponse le clinamen. Il faut bien que ce soit lié ce qui était délié, que soit composé ce qui était non composé, que soit uni ce qui était séparé, que soit agencé ce qui était errant, que soit pourvu de sens, y compris physique, ce qui était insensé. D'où cette déclinaison moins postulée que déduite, moins imposée comme un arbitraire performatif qu'inféré de la logique même de cette physique atomatistique. Ce qui est constable, physiquement, un monde riche d'une multiplicité de composés exige du point de vue de la causalité un principe unificateur des atomes. Quoi d'autre sinon pour expliquer, justifier, légitimer le clinamen? Le corps des hommes est donc atomique, lui aussi. Il y a en lui une âme et un esprit qui ne sont pas même chose. L'esprit est fait d'atomes subtils, petits, arrondis, menus. L'âme est constituée de petits atomes en nombre réduit, partout dispersés dans le corps. L'âme et le corps constituent un tout, mais n'en demeurent pas moins deux instances séparées, bien que liées. L'esprit naît avec le corps et il grandit avec lui et l'accompagne partout dans le corps, mais l'esprit est dans la poitrine. L'âme, qui est une partie du corps, en subit les troubles. Ainsi, avec l'ivresse, l'épilepsie, l'évanouissement, la perte de connaissance, mais elle n'a pas lieu dans le corps, elle est partout. Tout ce qui affecte le corps affecte l'âme, et tout ce qui affecte l'âme affecte le corps. L'esprit commande, il est le lieu où siège le conseil et gouvernement de la vie. L'âme obéit, l'âme est le principe vital, l'esprit pense et sent, l'âme est divisible, donc mortelle, elle se dissipe dans l'air après la mort parce que le corps assurait sa cohésion. L'âme ne préexiste pas au corps et elle ne survit pas après la mort, comme le pensent les platoniciens, elle est
associé à un corps et disparaît en même temps que celui-ci, de sorte que liaison de la physique et de l'éthique, puisque seuls les agencements atomiques de l'âme permettent l'intellection, la mort qui sépare ce qui rendait possible la souffrance en abolit toute perception, la mort n'est donc pas un mal, elle n'est pas affliction, elle n'est pas à craindre, seule l'idée d'avoir à mourir peut générer une souffrance, mais on le verra, cette idée s'évapore quand on sait qu'elle est une crainte de vivant. Car si je suis là, elle n'y est pas. Si elle est là, je n'y suis plus. La leçon d'Épicure s'avère d'une redoutable efficacité. On ne peut donc pas ne pas mener une vie atomique, car tout nous est effet d'atomes et de leur conjonction. Vénus mène donc bel et bien la barque, le désir fait la loi, un élan vital nous pousse à vouloir en nous la vie qui veut la vie. De la même manière que le tournesol ne saurait éviter de se tourner vers la lumière du soleil, c'est son être même, ou que l'absinthe ne saurait par ne pas être amère pendant que le miel est doux. Nous ne pouvons pas ne pas obéir à ce qui nous commande, cette volonté d'être, cette puissance de vivre, cette force d'exister qui nous fait être. Et persévérer dans notre être, nous ne pouvons pas la vouloir, et parce que nous ne pouvons pas ne pas la vouloir, voulons-la, voulons ce qui nous veut, l'élan vital, la sensibilité vitale, les nœuds vitaux, voilà la clé de voûte de l'édifice existentiel lucrétien. Son matérialisme atomisme est un vitalisme. Son système du monde n'est pas statique, immobile, figé, fixé, mais cinétique, dynamique, dialectique, loin d'un mécanisme glacial et sommaire stigmatisé par ses ennemis. Son épicurisme saisit le monde dans son mouvement. Introduire de la danse des particules dans le ray de lumière, l'existence des atomes, puis de la danse des atomes, la composition atomique d'agencements d'atomes, qui saisit et comprend la danse des atomes, à introduire également l'existence d'un phénomène à l'origine de la collision des atomes, de leur agencement et l'association des atomes, puis du vortex, du tourbillon et de la constitution du monde tel que nous le connaissons. C'est assister à la naissance du libre arbitre de la physique des atomes est une métaphysique matérialiste du libre arbitre de l'atome à qui le regarde, à qui pense, qui fonctionne chez qui regarde, qui pense, qui regarde à la connaissance de ce qui pense, qui pense, qui regarde. Il y a le trajet qui conduit de la physique à l'ontologie la plus immanente, le phénomène et le libre arbitre ont partie liée, non pas sur le principe d'un postulat de la raison pure, mais sur celui d'une causalité matérialistique induite par le constat que dans la lumière dense, main point d'or, si les atomes tombent dans le vide verticalement, si cette vibration d'atomes génère intrinsèquement une infime déviation, si cet angle inframince génère le premier agencement qui va engendrer d'autres agencements dont sortiront le monde et l'univers, sinon le plurivers tel qu'on le connaît, alors le libre arbitre est un effet physique et non un produit métaphysique. Il rend possible une sortie de l'impasse fataliste et déterministe. Dès lors, muni de ce vouloir, de cette volonté, de cette volition, conduit par cet élan vital qui entraîne tout un chemin à voir l'être et la persévérance dans son être, la discipline d'Épicure peut préférer ce qui augmente sa liberté à ce qui la réduit, car c'est ce qui lui procurera de la joie, du plaisir à être au monde, de sorte qu'il peut envisager de déconstruire et détruire ce qui entrave et empêche son vouloir libre, les dieux et la religion, mais également Lucrèce, qui n'a pas lu les néo-féministes post-68 art, parle
À partir de son sexe, les femmes et l'amour, ni dieu à craindre, ni maîtresse à redouter, la naissance des choses triomphe en manuel pour tout être désireux de construire sa citadelle intérieure sur la liberté. Fin de la page 84. J'espère que ce passage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de prochaines vidéos.